L'invité de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. D'abord, bienvenue. Il y a une sorte d'ambiance un peu curieuse dans le pays. On a l'impression que d'un côté, il y a une accélération phénoménale des réformes, 7 ou 8 réformes dans les semaines qui viennent, et de l'autre côté, une sorte d'incompréhension dans le pays, c'est-à-dire des élections donc partielles qui sont perdues, des sondages qui sont pas très très bons, et une montée en puissance d'une grogne syndicale. Alors, on est où ? On est dans la réforme à tout crin, parce que le pays est au bord du gouffre, ou est-ce qu'on est dans une situation qui commence à devenir problématique politiquement pour le gouvernement ? Moi, je crois qu'un certain nombre de ces réformes sont indispensables pour le pays. Je pense notamment à la réforme de la SNCF qui va être ouverte à la concurrence à partir de 2023, qui doit être beaucoup plus forte face à cette concurrence, et puis surtout qui doit offrir une meilleure qualité de service à un moindre coût aux Français. Donc je crois que cette réforme de la SNCF est absolument indispensable, de même que la réforme de la formation professionnelle que j'appelle de mes vœux et qui permettra à chaque Français d'avoir un compte formation en euros et de pouvoir utiliser cet argent comme il le souhaite. Donc il y a des réformes que fait le gouvernement. Vous avez entendu Martinez, rien n'est négociable. C'est-à-dire qu'ils sont en train de partir sur un bras de fer violent à partir de la SNCF. Je parle des syndicats, là. Alors sur la SNCF, moi je suis particulièrement inquiète des modalités de la grève qui me paraissent inhumaines pour les voyageurs parce que c'est une grève perlée qui va durer pendant des mois et qui n'est pas très respectueuse des Français qui vont travailler tous les matins. Alors pour lutter contre cette grève, eh bien la région Île-de-France met en place un certain nombre de solutions alternatives. Vous savez que nous allons travailler sur le télétravail, permettre aux Franciliens de connaître tous les lieux de télétravail dans la région. La liste des centaines de lieux est sur le site de la région Île-de-France, de façon à permettre à ceux qui n'auront pas de train de trouver une solution pour travailler. Et puis, nous rembourserons le covoiturage. Le covoiturage sera gratuit en Île-de-France tous les jours de grève, de façon à ce que les Franciliens puissent se déplacer. Mais j'appelle à une solidarité civique. Nous avons besoin de conducteurs pour cette opération de covoiturage. Donc je demande à tous les Franciliens, pendant les jours de grève, de s'inscrire sur les 8 plateformes de covoiturage d'Île-de-France qui sont partenaires de la région. Donc dans cette affaire, et ils peuvent trouver leur adresse sur vianavigo.fr, le site de la région. Dans cette affaire, donc vous soutenez la volonté de réforme du gouvernement ? Je soutiens la volonté de réforme du gouvernement. Je suis préoccupée par ces grèves qui vont être vraiment très dures à vivre pour les Franciliens et j'essaie de trouver des solutions dans ma région. Mais j'aimerais aussi évidemment qu'il y ait des solutions possibles dans les autres régions de France et je sais que la SNCF travaille justement sur cette question du covoiturage. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème pour l'acceptation de ces réformes qui au fond pourraient être compréhensibles pour les Français après les présidentielles ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui est un problème d'accumulation des réformes ? En plusieurs semaines, on va avoir la justice, il y a les lois sur les violences sexuelles, il y a la réforme de l'économie qui est voulue par Bruno Le Maire, ça va intervenir au mois de mai, donc il y a 7 ou 8 réformes qui vont intervenir au Parlement. Est-ce que c'est pas trop pour être pédagogique ? Est-ce que c'est pas ça qui est en train de poser un problème ? Oui, mais il faut aller vite, Monsieur Durand. Je crois que le pays a besoin de baisse d'impôts. Le pays a besoin de créer de l'emploi. Et donc, pour ça, il faut évidemment faire des baisses de dépenses. La dernière réforme qui manque dans celle que vous avez citée et que je regrette parce qu'elle n'est pas à l'agenda du gouvernement, c'est la réforme de l'État. Il faudrait que l'État fasse des économies sur son budget et de façon à ce que les impôts baissent plus vite dans notre pays. Et là, je crois que les Français comprendraient le sens de la réforme. Ce matin, le Premier ministre descend dans l'arène médiatique pour s'expliquer. Est-ce que vous avez l'impression, justement, je reviens aux élections locales qui viennent d'avoir lieu, aux élections donc partielles, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même une sorte de flottement dans l'équipe ? À chaque fois, je reviens à la même question. C'est pas une prise de position, mais on sent qu'il y a une sorte de malaise une sorte de solitude de Macron et de malaise dans la majorité. Vous savez, les élections partielles veulent pas dire grand-chose. Quand on a 30% de taux de participation, ça ne veut pas dire grand-chose. Bien évidemment, on sent qu'il y a un vote de rejet lié notamment à cette question du pouvoir d'achat, notamment le pouvoir d'achat des retraités qui a été très impacté par la hausse de la CSG. Donc on sent bien qu'il y a un vote anti-gouvernemental qui se fait jour. Mais là encore, je le dis à ma propre famille politique, on ne regagnera pas la confiance des Français uniquement sur les erreurs du gouvernement ou ses insuffisances. Il faut évidemment qu'on construise un programme alternatif. Et de ce point de vue, il faut être encore plus audacieux dans les réformes et encore plus ferme sur les sujets d'autorité, de régalien, sur les menaces qui pèsent sur la République
comme l'islamisme, le terrorisme ou les migrations incontrôlées. Voilà, on vient d'apprendre que le président de la République, l'ancien Nicolas Sarkozy, était en garde à vue sur le financement libyen de la campagne de 2007. On en parlera éventuellement tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on vienne sur les informations de la matinée, qui est ce projet de Madame Hidalgo, je le disais tout à l'heure, de gratuité des transports à Paris. Ça se fait dans un certain nombre de villes, qui sont des villes moyennes, voire les petites villes. Alors j'en cite quelques-unes, pour ceux qui nous écoutent, Aubagne, Niort, Châteauroux, etc. Est-ce que financièrement, dans le contexte de Paris, c'est faisable aujourd'hui? D'abord, c'est une étude pour l'instant. D'abord, je suis ouverte à toutes les idées neuves, d'où qu'elles viennent. Donc, évidemment, il faut étudier cette question, pourquoi pas. Mais moi, j'y mets 2 conditions. D'abord, il ne doit pas y avoir 1 euro en moins de recettes pour Île-de-France Mobilité. Aujourd'hui, la priorité des priorités, et vous l'avez entendu ce matin avec le classement des villes européennes, aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est la modernisation des transports. Or, les tickets, la vente des tickets, ça rapporte 3 milliards d'euros à Île-de-France Mobilité chaque année. Donc, il faut trouver ces 3 milliards. Et si c'est pas les voyageurs qui payent, ce sera les contribuables d'une manière ou d'une autre. Donc, pas 1 euro de moins pour Île-de-France Mobilité. On en a besoin de cet argent. Et deuxième condition, pas d'inégalité entre les Parisiens et les habitants de la banlieue. Ce serait totalement injuste et ce serait totalement inefficace. D'accord, mais est-ce que vous êtes associé? Est-ce qu'elle parle d'une étude, Horizon 2020? Est-ce que vous êtes associé ou est-ce qu'elle fait ça dans son coin, que vous n'avez été prévenu de rien et vous lisez ça comme moi dans les journaux ce matin? J'apprends cette volonté de la ville de Paris, mais là-dessus, comme sur tous les sujets transport, la ville de Paris ne peut pas faire cavalier seul. Vous imaginez bien que la pollution, elle est largement importée à Paris. Donc si on fait la gratuité des transports à Paris pour les Parisiens, ça n'aura pas d'impact sur la baisse de la pollution, puisque ce sont les Franciliens qui, la plupart, prennent leur voiture pour venir à Paris. Donc il faut coordonner cette réflexion, et bien évidemment, Île-de-France Mobilité y participera. Il y a eu des décisions de justice concernant les voitures berges, puis les décisions de Mme Hidalgo qui a maintenu la piétonisation malgré les décisions du tribunal administratif. Ce matin, vous pensez quoi de cette situation? Je dis qu'il faut... Est-ce que c'est inflammable, cette affaire-là? Non, mais là encore, moi je crois qu'il y a un objectif qui est le bon, qui est de réduire la pollution en Île-de-France, d'essayer de travailler sur des solutions plus douces de transport. Mais là encore, tout doit être coordonné. On peut pas fermer les voies sur berge en contradiction avec le plan de déplacement urbain de toute l'Île-de-France. Le maire de Neuilly ne peut pas fermer l'avenue Charles de Gaulle, le maire de Vincennes ne peut pas fermer l'esplanade du château, et le maire de Saint-Denis ne peut pas fermer la... C'est un procès en solitude que vous lui faites. Non, le sujet aujourd'hui, c'est que tout cela doit être coordonné. J'appelle à des mesures compensatoires, parce que mon combat, il est à la fois environnemental et social. Si on ferme une voie sans coordonner les choses, eh bien la pollution, elle va se déplacer. C'est le cas d'ailleurs. Elle se déplace, la pollution se déplace, elle ne diminue pas. Et donc déplacer la pollution chez les autres, ça n'est pas très civique et ça n'est pas très social, parce qu'on le déplace évidemment le long du périphérique, dans des banlieues beaucoup plus populaires qui vont souffrir de cette décision. Donc il faut des mesures compensatoires, et moi je suis très heureuse de voir que Madame Hidalgo évolue sur ce sujet, qu'elle est en train d'un peu d'entendre ce que nous lui disons depuis 18 mois, notamment sur la question des parkings relais aux portes de Paris, pour que les automobilistes puissent laisser leur voiture à des tarifs abordables. Donc il faut poursuivre. Mais il y a d'autres mesures compensatoires à prendre, bien évidemment. Il faut qu'on travaille sur les carrefours, il faut qu'on travaille sur les bus qui doivent pouvoir venir à travers le bois de Vincennes, à travers le bois de Boulogne. Il faut qu'on travaille sur des voies d'accès pour le covoiturage et les bus sur les autoroutes. Il faut que les bandes d'arrêt d'urgence deviennent des voies supplémentaires. Il y a toute une série de mesures qui doivent être prises pour rendre cette piétonisation acceptable par tous. Ce matin, je l'évoquais tout à l'heure, donc c'est une dernière minute qui est tombée, qui concerne le financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Financement libyen de la campagne de 2007, je mets avec un point d'interrogation. Les juges, notamment le juge Tourner, a envoyé donc 2 mandats d'arrêt successifs concernant Alexandre Djouri, qui a été qualifié par moment d'intermédiaire à Londres. Premier mandat qui n'a rien donné. Deuxième mandat qui a abouti à une triple crise cardiaque d'Alexandre Djouri, qui est actuellement donc à l'hôpital à Londres et dont on ne connaît pas encore la décision éventuelle d'extradition. Je donne le contexte parce qu'autrement on n'y comprend rien. Donc on ne connaît pas la décision des autorités britanniques face à cette deuxième demande d'extradition. Ce qu'on sait en revanche ce matin, c'est que Nicolas Sarkozy, par les mêmes juges, donc a été mis en garde à vue. Je sais bien que c'est un peu très loin des sujets que traitons ce matin, mais vous pensez quoi de cette affaire qui traîne depuis maintenant des années et de cette garde à vue d'un président de la République ?
Écoutez, moi j'ai personnellement beaucoup de peine à croire à cette affaire, mais la justice travaille et moi je souhaite vraiment qu'il n'y ait aucune interférence du pouvoir politique dans le travail de la justice. Parce qu'on a même dit que l'intervention en Libye avait été justement une manière de vouloir nettoyer un financement caché. Ça a été écrit, même s'il n'y a pas jamais eu la moindre preuve de tout ça. Écoutez, pour l'instant, moi je respecte la présomption d'innocence qui s'attache à tout homme politique. Merci beaucoup. Valérie Pécresse était l'invitée politique de la matinale et a réagi donc au projet de Madame Hidalgo sur la gratuité des transports et aussi sur l'ensemble de la mobilité des transports dans le cadre de la grève que l'on attend dans les services publics et dans les transports des services publics dans les heures qui viennent. Merci, bonne journée à vous. Il est 8h28. Nous avons rendez-vous avec la revue de presse et après donc les historiens seront là à 9h pour poursuivre la réflexion sur l'état de l'actualité. Bonne journée à vous, Madame Pécresse.